Une scène d'urgence absolue. Un patient arrive en réanimation et sa tension s'effondre littéralement sous les yeux de l'équipe médicale. Ouais, le genre de situation où chaque seconde compte, quoi. C'est ça, les alarmes sonnent de partout. Il y a 20 ans, pour comprendre si ce cœur avait désespérément besoin de fluide ou si au contraire une seule goutte d'eau risquait de noyer les poumons, il fallait inciser. Ah oui, insérer des cathéters au cœur des veines et attendre. Un processus lourd. Aujourd'hui, on a exactement 3 minutes pour prendre la bonne décision. Et la réponse se trouve au bout d'une simple sonde, capable d'envoyer des ondes sonores à travers le thorax. C'est une révolution silencieuse, franchement. On regarde plus le cœur comme un simple morceau d'anatomie figé sur une image. Non, c'est bien plus que ça. Avec l'échographie cardiaque dynamique, on plonge dans une physiologie en temps réel. On observe les pressions invisibles, la tension des fibres, le trajet du sang. Et tout ça sans la moindre chirurgie, directement au lit du patient. Et c'est tout l'enjeu de notre exploration en profondeur d'aujourd'hui. L'objectif, c'est vraiment de décoder comment cette méthode transforme une image médicale en une évaluation complète. Exactement. Pour commencer, il faut savoir qu'on utilise 3 fenêtres pour observer le cœur. D'abord, la coupe parasternale, en grand et petit axe. Ensuite, la coupe apicale, pour voir 4 ou 5 cavités. Et enfin, la coupe sous-costale. Ces fenêtres, c'est un peu nos angles d'attaque stratégiques. Reprenons l'histoire du patient en état de choc inexpliqué aux urgences. Ouais, le cas classique, mais stressant. En moins de 3 minutes, le simple passage de la sonde de la position parasternale à apicale, ça permet d'éliminer immédiatement une tamponnade. Donc, une compression du cœur par du liquide. C'est ça. Ensuite, on évalue la contractilité globale et ça dirige les médecins vers le bon type de choc. Est-ce que c'est cardiogénique, hypovolémique ou distributif? Et ce, avant même la pose d'une voie veineuse centrale. Ok, décortiquons tout ça. Parce que pour comprendre l'état de choc, il faut d'abord comprendre comment on mesure le débit de cette pompe. Tout à fait. Et là, on entre dans les mathématiques du débit. On utilise la fameuse formule du QC, qui est le débit cardiaque. Et ça se calcule comment, en fait? Le QC est égal au VES multiplié par la FC. Donc la FC, c'est la fréquence cardiaque, et le VES, c'est le volume d'éjection systolique. Le volume éjecté à chaque battement, quoi. Voilà. Et ce VES dépend de 3 choses très précises. La précharge, qui est le niveau de remplissage du cœur. La post-charge, qui est la résistance des vaisseaux en face. Et l'inotropisme, la force de contraction propre du muscle. J'aime bien imaginer le vaisseau sanguin comme un cylindre d'eau. Pour avoir le volume, c'est simple, la surface multipliée par la longueur du cylindre. C'est une super analogie. Prenons un cas pratique. Un patient en réanimation a un débit cardiaque très bas, avec une FC, la fréquence cardiaque, à 110 battements par minute. C'est une tachycardie compensatrice maximale, non? Le cœur s'emballe pour compenser. Exactement. Et le piège, ce serait de vouloir ralentir ce cœur artificiellement. Il faut surtout pas faire ça. La thérapie doit plutôt augmenter le VS, le volume d'éjection systolique. Donc on optimise le remplissage ou l'inotropisme. Ouais, avec de la dobutamine par exemple. Mais du coup, pour reprendre ton analogie du cylindre, comment on mesure la longueur de ce flux égé? On utilise l'ITV, l'intégrale temps-vitesse. L'intégrale temps-vitesse, c'est quoi le principe exactement? Le principe, c'est de supprimer le temps pour obtenir une distance pure en centimètres. C'est la course des globules rouges. On la mesure en apicale 5 cavités, juste sous les valves aortiques. Et le profil de cette courbe nous dit ce qui cloche. C'est ça. Si on a une base étroite, ça indique une hypovolémie. Le patient manque de fluide. Une base large, c'est souvent une HTA, une hypertension artérielle. Et une faible amplitude signe une dysfonction systolique. Ah ouais, donc on a une lecture directe. Imaginons ce cas pratique. Un patient en post-opératoire qui n'urine plus. Il est oligurique, l'ITV aortique est à 10 cm avec un aspect hyper pointu. Alors que la norme est entre 18 et 22 cm. Donc là, le médecin se demande ce qu'il faut faire. Et qu'est-ce qu'on fait du coup? Eh bien, on fait un test. On lui donne un bolus, une injection rapide, de 500 cm3 de cristalloïde, donc du sérum. Et là, paf, l'ITV monte à 14 cm. Ça prouve objectivement que le patient répond au remplissage. Voilà, et ça évite l'usage prématuré, et même dangereux, de vasopresseurs. Bon, on a la longueur, mais pour avoir notre cylindre complet, il nous faut la surface. Et là, c'est le piège du carré, non? Une infime erreur peut être mortelle? Carrément mortel, parce qu'on calcule la surface de la CCVG, c'est-à-dire la chambre de chasse du ventricule gauche, c'est la zone juste avant la valve. On calcule ça, puis la fréquence estimée via l'intervalle RR sur l'électrocardiogramme. Mais quels sont les pièges? L'insuffisance aortique. Où le sang régurgite, c'est ça? Ouais, le volume éjecté mesuré n'est pas le débit réel qui part dans le corps. Mais l'erreur clinique la plus courante, c'est la mesure de base. L'opérateur mesure la CCVG à 24 mm au lieu de 20 mm. Et vu que c'est la formule au carré, l'erreur de surface bondit de plus de 44%. C'est énorme. Le débit cardiaque est faussement calculé à 7 litres par minute au lieu de 4,8. Ça masque totalement un choc cardiogénique. C'est pour ça qu'il y a une règle d'or. Toujours zoomer et mesurer de bord interne à bord interne. Bon, ça c'était pour l'éjection. Mais on doit aussi regarder comment le ventricule se contracte. La fonction systolique en 1D et 2D. Ouais, un vrai festival d'acronymes. On regarde le VG, le ventricule gauche. On évalue sa FR, la fraction de raccourcissement. En utilisant les diamètres, c'est ça.
Exact. On prend le DTDVG, le diamètre télédiastolique du VG, quand il est relâché, et le DTSVG, le diamètre télésystolique du VG, quand il est contracté. Et on peut le faire en surface aussi. Oui, avec la FRS, la fraction de raccourcissement de surface. On compare la STDVG, la surface télédiastolique du VG, avec la STSVG, la surface télésystolique du VG. Imaginons un autre cas clinique, une induction anesthésique sur un patient hyper instable. L'opérateur pose la sonde et voit un kissing des piliers en systole. Avec une FRS supérieure à 60%, les parois se touchent littéralement. C'est hyper impressionnant à l'écran. Franchement, ça ire la lipovolémie majeure ou à la vasoplégie, hein. Et ça, avant même qu'on ait pris l'attention du patient. Il faut un remplissage immédiat. C'est l'avantage de la vision en direct. Mais attendez, j'ai un doute. Juger tout le cœur sur une seule coupe de dés, c'est comme juger une miche de pain en regardant une seule tranche, non? C'est une super métaphore. Je valide totalement l'analogie de la tranche de pain. Pour évaluer le cœur entier, il faut passer à la modélisation 3D, avec la méthode de Simpson. Et faire une analyse segmentaire. Voilà. On calcule la FEVG, la fraction d'éjection du ventricule gauche, et le VTDVG, le volume télédiastolique du VG. Ensuite, on relie la kinésie, l'absence de mouvement d'un segment, à une artère précise. Comme quelles artères? Par exemple l'IVA, l'artère interventriculaire antérieure, ou la CX, l'artère circonflexe, ou encore la CD, la coronaire droite. Ce qui nous amène à ce cas d'ischémie silencieuse. Un patient vient pour une douleur thoracique atypique, sa FVG globale est à 58%, Ce qui semble hyper rassurant sur le papier. mais l'analyse segmentaire montre qu'un petit segment, le segment basal inférieur, est totalement immobile. C'est le piège. L'échographie pose immédiatement le diagnostic de SCA, le syndrome coronarien aigu, et paf, ça déclenche une coronarographie d'urgence vitale. Mais comment on sait si cette dysfonction est aiguë ou chronique, si le cœur souffre depuis 1 heure ou 10 ans? Tout est dans la matrice du temps. Si c'est aigu, la taille du VG et de l'OG, l'oreillette gauche, reste normale. Le muscle n'a pas eu le temps de se déformer. Et si c'est chronique? Les cavités sont très dilatées. Dans ces cas-là, l'objectif thérapeutique, c'est de diminuer le VTSVG, le volume télésystolique du VG, le sang qui reste coincé après la contraction. Et on fait ça comment? Via l'inotropisme ou en baissant la post-charge, donc en diminuant la TA, la tension artérielle, ou encore en baissant la PEP, la pression expiratoire positive des respirateurs. Et bien sûr, on contrôle le rythme. Prenons un patient en choc cardiogénique chronique dilaté. On lui donne de la dobutamine, son cœur bat plus fort, mais déclenche une tachycardie à 135 battements par minute. Résultat des courses, le temps de remplissage s'effondre, le cœur a plus le temps de se remplir et le débit chute. Donc l'ajustement thérapeutique, c'est quoi? Faut changer de stratégie. On ajoute un vasodilatateur pour baisser le VTSVG sans faire exploser la fréquence cardiaque. Bon, on s'est focalisé sur la partie gauche, forte et épaisse, mais qu'est-ce qui se passe du côté droit, ce système à basse pression, ultra sensible? Ah, le côté obscur de la force cardiaque. Le remodelage du cœur droit est hyper réactif. On évalue le VD, le ventricule droit, avec ses dimensions. Ces mensurations exactes? Ouais, on mesure le RVD1, le RVD2 et le RVD3. Ce sont les diamètres de base, médian et la longueur du VD. On regarde aussi la RVOT, le Right Ventricular Outflow Tract, qui est la chambre de chasse du VD. Imaginons une suspicion d'embolie pulmonaire massive, une EP. L'écho montre un VD massivement dilaté. Le RVD1 est à 55 mm, alors que la norme est sous les 42. C'est énorme, il dépasse la taille du VG, le septum est carrément refoulé vers la gauche. C'est un cœur pulmonaire aigu, ça justifie une thrombolyse immédiate. L'épaisseur pariétale est aussi une super jauge de temps. Tout à fait, on mesure la paroi au pied du QRS. La normale, c'est 3 à 5 mm. En phase aiguë, ça monte à 5 ou 7 mm. Et si c'est chronique, c'est supérieur à 7 mm. Et ça, c'est le signe d'une HTAP, une hypertension artérielle pulmonaire installée. Oui. L'OD, l'oreillette de mat, est aussi souvent dilatée, ce qui indique une surcharge chronique. Ça permet des diagnostics différentiels de folie. Un patient dysmonique a un VD dilaté, on pourrait croire à une embolie fraîche. Mais la paroi fait 9 mm d'épaisseur et le D est énorme, 25 cm². Et là, on conclut brillamment que c'est pas une embolie fraîche, mais l'aggravation d'une HTAP chronique. Et évidemment, le traitement n'a rien à voir. Là où ça devient vraiment intéressant, comment une machine respiratoire peut-elle attaquer le cœur droit? Pour le voir, on regarde le mouvement longitudinal, de bas en haut. On utilise le TAPC, l'excursion systolique de l'anneau tricuspide. Qu'est-ce qu'on mesure d'autre sur ce mouvement? On évalue aussi la FEVD, la fraction d'éjection du VD, et l'onde S', la vitesse de déplacement de l'anneau en Doppler tissulaire. Et là, on arrive à ce cas terrible d'asphyxie par le ventilateur. Un patient en SDRA, le syndrome de détresse respiratoire aiguë, est sous forte PIP, la pression expiratoire positive. Ouais, Et son TAPSEPS chute brutalement de 20 à 10 mm. c'est mécanique. Les poumons surgonflés par le respirateur écrasent littéralement les capillaires. Ça asphyxie le ventricule droit. C'est un cœur pulmonaire aigu iatrogène. Qu'est-ce qu'on fait en urgence? Faut immédiatement baisser la pipe ou mettre le patient sur le ventre pour relâcher la pression. D'accord. On a vu la contraction systolique du VD, mais pour évaluer les pressions qui entrent et qui en sortent, comment on s'y prend? On regarde la précharge avec la VCI, la veine cave inférieure, ça nous donne la POD, la pression de l'oreillette droite, et pour la post-charge, on s'intéresse à la PAP, la pression artérielle pulmonaire. Et on peut mesurer les fuites aussi, non? Bien sûr, on regarde les vitesses via l'IT, l'insuffisance tricuspide ou l'IP, l'insuffisance pulmonaire. Le principe de base pour la VCI, c'est son effondrement lors de la respiration. Cas pratique de gestion des fluides. Un patient septique et hypotendu a une VCI fine, 11 mm, qui collapse à plus de 50%. La POD est très basse. Là, on sait que c'est un répondeur.
Il va augmenter son débit si on lui donne une perfusion de fluide. Ramené au cœur gauche, parlons de l'art de la diastole, sa capacité à se relâcher. Très complexe, la diastole. On analyse le flux avec l'onde E, qui est le remplissage passif rapide, puis l'onde A, la contraction auriculaire active, et enfin le TDE, le temps de décélération de l'onde E. Et ça donne différents spectres. Ouais. Ça va de normal à anomalie de relaxation, puis pseudo-normal, et enfin au stade terminal, restrictif. Le fameux VG cartonneux. Un insuffisant cardiaque en détresse respiratoire a une onde E géante, une onde A écrasée et un TDE très court, donc un profil restrictif. C'est catastrophique. Le sang bute contre un ventricule rigide comme du carton. La pression auriculaire est gravissime. Faut des diurétiques en urgence comme le furosémide. Mais parfois, le sang nous ment. Et c'est là qu'on sort le ratio magique E sur E' en Doppler tissulaire. Exact, le DTI, le Doppler tissulaire, mesure la vitesse du muscle lui-même. C'est l'onde E' ou E, la vitesse de recul de l'anneau mitral. C'est totalement indépendant des pressions internes. Et ce ratio, il nous dit quoi? Si on a un ratio E sur E' supérieur à 15, ça signe formellement des pressions de remplissage élevées. Ça traduit une haute PAPO, la pression artérielle pulmonaire d'occlusion. Ça démasque la surcharge. Un patient en tachycardie à 115 battements par minute a ses ondes E et A fusionnées. Illisible, quoi. Voilà. L'opérateur utilise l'onde E' sur l'anneau latéral qui est effondré à 5 cm par seconde. Le ratio E sur E' est à 18. Le diagnostic de surcharge liquidienne massive est posé avec certitude. Mais l'algorithme a une faille. Que fait-on si le cœur bat de façon tellement chaotique que l'onde A disparaît complètement? Quand les ondes classiques échouent. Ouais, par exemple avec la FA, la fibrillation auriculaire. Dans ces cas-là, on utilise des variables avancées comme le TIV, le temps de relaxation isovolumique. Ou alors on analyse l'onde S et D du flux veineux pulmonaire. Justement, l'alternative veineuse. Chez un patient en FA, l'onde A mitrale est absente. L'analyse se reporte sur la veine pulmonaire. Et là, l'onde D écrase l'onde S, donc le ratio S sur D est inférieur à 1. Ça prouve que la pression auriculaire gauche est chroniquement élevée malgré le chaos du rythme. C'est fou de voir comment tout s'imbrique. Et la synthèse de tout ça. L'objectif final, c'est un arbre décisionnel pour évaluer les PRVG, les pressions de remplissage du ventricule gauche, et la PAPS, la pression artérielle pulmonaire systolique. Un algorithme combinant le ratio E sur E', le volume de l'OG et la vélocité de l'IT. C'est binaire, tolérance ou surcharge. Le cas pratique ultime, un échec inexpliqué de sevrage du respirateur. FEVG normal, ratio E sur E' douteux à 11. En pleine zone grise. Voilà. L'algorithme impose les critères secondaires. Volume de l'OG élevé à 40 ml par mètre carré et PAPAS haute à 45 mm de mercure. La combinaison tranche formellement. PRVG élevé. C'est un œdème pulmonaire de sevrage. Un simple test diurétique permettra d'extuber le patient. C'est un système complexe de poids et contrepoids physiologiques, c'est fascinant. On est vraiment dans la plomberie de haute précision. En résumé, on est passé de la simple mécanique d'une pompe jusqu'à l'interrogatoire ultra précis des vitesses de relaxation des tissus cellulaires et des pressions des veines pulmonaires. C'est clair. L'échographie n'est plus un outil pour prendre une photo du cœur, c'est devenu un laboratoire hémodynamique complet embarqué dans une sonde. Ça permet une physiologie en temps réel et surtout non invasive. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond, hein? Bonne question. Si nous sommes aujourd'hui capables de déduire avec autant de précision des pressions internes critiques, simplement en envoyant des ondes sonores, à quelle vitesse l'intelligence artificielle, couplée à un simple patch posé sur la poitrine, pourra-t-elle croiser ces dizaines de variables dynamiques, en continu? C'est vertigineux à imaginer. Demain, la machine prédira un état de choc et le traitera virtuellement des heures avant même que le patient ne ressente le moindre vertige. Et c'est peut-être là que réside le futur de l'urgence médicale.